On ne peut pas dire « Ah, c'est la faute aux jeunes qui ne s'intéressent pas ». Il faut comprendre pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas ou les gens ne s'intéressent pas. C'est quand la politique, elle est faite tout le temps pour les mêmes personnes et qu'on ne voit pas les retombées dans notre quartier. Pour Règles et Engagement, on reçoit Alexandra Zaga-Mendez. Je l'ai bien prononcé? Ça va, oui. Parfait, d'accord. Donc, candidate sur l'île de Montréal, dans Bourassa. C'est votre première expérience, je crois, de politique active, oui. de politique active comme candidate. Alors, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Qu'observez-vous? Quelles sont vos déceptions et, au contraire, les aspects positifs que vous observez dans le cadre de cette campagne? Dans le cadre de cette campagne, nous, on est une équipe très jeune à Bourassa-Sauvé, une équipe surtout des jeunes qui viennent du quartier. Bourassa-Sauvé, il faut comprendre, c'est Montréal-Nord. Alors, c'est un autre terrain politique. J'ai quand même été impliquée dans d'autres campagnes auparavant, aussi avec Québec solidaire. Puis une des choses que je le sais, c'est cogner aux portes à Montréal-Nord, c'est pas cogner les portes du plateau Pourquoi? Montréal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que Montréal-Nord, d'abord, avant tout, c'est un quartier très défavorisé. C'est un quartier aussi dans lequel il y a beaucoup, on le voit, les besoins de prendre soin de notre monde là-bas. Donc, en fait, une des choses qui me surprend le plus, c'est que même si je ne suis pas encore élue, le nombre de demandes citoyennes qu'on peut recevoir déjà en étant candidat et d'un côté, donc des gens vraiment qui communiquent très facilement leurs besoins en termes de santé, d'éducation, en termes aussi de recherche d'emploi. Puis de l'autre côté aussi, on rencontre des gens qui... On dirait que la politique est très, très loin de eux et elles. Et je pense qu'une des raisons, c'est justement quand on vient d'un quartier qui est exclu économiquement, bien, l'exclusion politique est comme un symptôme justement de l'exclusion sociale. Donc ça, c'est un aspect sur lequel on travaille beaucoup. D'accord. L'engagement politique et qu'on s'intéresse vraiment aux élections, puis qu'on s'intéresse aussi à qui qu'on donne le pouvoir. OK. Et donc, je comprends que vous fonctionnez à l'ancienne avec du terrain. Oui. Énormément. Est-ce que vous utilisez aussi, dans votre génération, les réseaux sociaux et les nouvelles plateformes pour diffuser votre message? Bien, on utilise tous, je me nomme les réseaux sociaux, mais la différence entre le terrain et les réseaux sociaux, c'est que sur le terrain, on peut voir les yeux des gens, puis comprendre vraiment comment le message y est transmis, puis comprendre les besoins. Bien, moi, j'utilise surtout Facebook, Instagram, mais pour moi, c'est plus pour communiquer ce qu'on fait au jour le jour. Instagram, en fait, on l'utilise beaucoup pour montrer aux gens, surtout des jeunes qui me suivent sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour dans une campagne électorale. On peut montrer les rencontres, on peut montrer c'est quoi un porte-à-porte, le tractage, qu'est-ce qui se passe en arrière-scène. Ça, j'aime beaucoup parce que les gens qui me suivent, des fois, ils m'écrivent « Ah, j'ai le goût d'y aller demain matin » ou « Qu'est-ce que vous faites demain? » Donc, c'est une façon intéressante aussi, je trouve, pour montrer un peu les coulisses d'une campagne électorale. Mais c'est pas par là qu'on va gagner des votes. C'est pas là qu'on va avoir un contact direct avec quelqu'un pour dire « Oui, je vote pour toi, oui, j'ai confiance. Okay. » Je pense que sur pour ça, le contact terrain, personnel est important. Essentiel. OK. Oui. Vous m'avez parlé de ce que vous découvrez en faisant le porte-à-porte, qui est essentiel. Et là, les gens vous parlent, vous manifestent des besoins, mais en même temps, ils vous découvrent peut-être. Personnellement, comment êtes-vous perçue en étant une jeune candidate? Est-ce que vous trouvez que ça compte ou au contraire que les gens ne portent pas trop attention à cet aspect? Puis en fait, moi, je suis impliquée à Montréal-Nord depuis j'ai 16 ans. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent déjà. Ma famille habite, je connais les organismes du quartier, je connais beaucoup d'acteurs dans le milieu. Et quand je rencontre des gens que c'est la première fois qu'on se voit, je pense que le fait que je sois une jeune femme, ça surprend. Une jeune femme d'une communauté immigrante, ça surprend encore plus. Et ça, c'est quelque chose que, oui, je l'ai découvert tout le temps. « Ah! T'es différente, t'es comme nous, ou t'es une fille d'ici, toi. » Et ça, tout ça, ça aide beaucoup à transmettre le message. Et ça, c'est une des choses que je vois sur le terrain à Montréal-Nord. OK, mais parlez-moi de ses origines, justement. Là, vous êtes d'origine, votre famille est d'origine péruvienne, c'est ça? En fait, je suis née au Pérou. Je suis arrivée au Québec, j'avais 14 ans. J'ai appris le français, j'ai fait tout mon processus d'intégration à Montréal-Nord, c'est là que je viens, j'ai grandi. Et c'est vraiment au secondaire, aussi dans les maisons des jeunes, que j'ai commencé mon implication
conseil général des élèves et tout. Puis l'implication elle a continué parce que moi, je suis la génération qui a vécu les événements de 2008, là, avec la mort de Freddy Villanueva. Et ça, pour moi, c'était un pas de plus dans mon implication. Tout de suite après la mort de Freddy, j'étais impliquée dans le collectif Rootstock. Donc, pour moi, ce n'est qu'un chemin naturel qui s'est fait. Okay. Et dans ces parcours-là, j'ai rencontré Québec solidaire et j'ai commencé à militer au sein du parti également pour des causes qui me tiennent à cœur, l'inégalité sociale et les causes environnementales. Okay. Et c'est par la suite que je me suis lancée en politique. Je veux quand même y revenir un peu à ses origines. Quand vous résumez là, ce parcours, vous semblez autonome, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de vous impliquer et tout, mais est-ce qu'il y a quand même derrière tout ça des influences parentales, par exemple? Est-ce que vos parents sont très impliqués en politique? Non, mais... Quelles sont vos influences, quoi? Quelles personnes vous ont influencé et traîné dans ce chemin? Mais dans ma famille, il n'y a pas des gens qui sont extrêmement impliqués en politique. Mon grand-père était un organisateur, mais communautaire au Pérou. Il a fondé des centres, des loisirs communautaires dans le quartier. Il était très impliqué, mais surtout dans une vie de quartier. Après, pendant l'immigration, je pense que c'est normal. Là, des fois, ma mère, elle me dit que j'avais d'autres choses à faire. Là, mais elle m'a toujours encouragée à faire ce que je voulais faire. Chaque fois je pense que je viens d'une famille qui me dit OK, tu veux changer de quelque chose, tu te poses cette question-là, va chercher la réponse et parle aux autres pour trouver une solution. Donc, ça, c'est quelque chose qui est dans mes valeurs familiales. Et je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de rencontres que j'ai faites sur mon chemin, dont Amir Kadir, qui était le premier politicien que je pense que j'ai rencontré de ma vie, suite justement à la mort de Freddy Villanueva. Il est venu dans le quartier, il nous a beaucoup appuyés avec l'initiative des Rootstock. Et je pense que là, c'était un peu le déclic de qu'on peut faire la politique autrement en étant beaucoup plus proche des gens et des besoins. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à militer à Québec. Très grassroots, là, comme disent les Américains. Hein? Ça vient de la base. Vous venez de la base et vous avez germé vers la politique. Ça ressemble un peu, j'oserais ce parallèle, là, à des parcours qu'on lit maintenant venant des États-Unis ou du côté démocrate. Beaucoup de jeunes femmes, d'ailleurs, s'impliquent après s'être impliquées dans des mouvements communautaires, par exemple. Est-ce que vous accepteriez ce parallèle? Est-ce qu'il y a un parallèle à établir? Mais je pense qu'un parallèle à établir dans une nouvelle gauche plus jeune, puis je pense que c'est pas seulement aux États-Unis, là, moi je le vois aussi dans d'autres pays comme le Brésil, où il y a des jeunes qui viennent justement des milieux pas très faciles, mais qui ont décidé justement d'organiser entre eux et que cette organisation-là leur a mené à la politique. Puis ça, c'est un peu mon chemin. Votre chemin. Et bon, il y a plusieurs façons de s'impliquer pour changer la société. Vous faites des études en environnement très poussées, au doctorat. Vous auriez pu choisir cette voie ou de savante pour produire des rapports, je ne sais pas trop quoi. Vous vous êtes impliqué du côté communautaire. Mais alors, pourquoi faire le saut en politique? Pourquoi la politique est importante pour transformer la société? Mais je pense, j'ai fait des études justement en environnement et c'est quelque chose qui me passionne. C'est ma passion, comprendre comment ça se fait qu'on ne change pas d'habitude au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Mais une des choses que je vois aussi dans mes études, ce que je fais, c'est les analyses des politiques publiques en environnement et en agro-environnement. C'est qu'on n'a pas tous les pouvoirs de décider comment les choses sont gérées autour de nous. Et une des choses que j'ai vues aussi dans mon engagement comme citoyenne à Montréal-Nord, comme jeune femme, c'est que justement, on n'avait pas tout le pouvoir de décider, de distribuer cette richesse, de prendre soin de notre environnement. Puis je pense que ce besoin-là, j'ai décidé de combler ces besoins-là, de se redonner un peu le pouvoir de changer les choses. De le prendre, quoi, de prendre le pouvoir. Mais pour moi, c'est le redonner dans un sens parce que je me vois pas, en fait, je suis humble, mais je me vois pas comme être la personne qui va tout changer, mais plutôt être cette voie de transmission, cette voie différente. Parce qu'à date, je sais pas, mais on n'a pas eu à l'Assemblée nationale quelqu'un qui parle véritablement comme un jeune, une femme, un homme de Montréal-Nord. Et cette voix-là, elle manque. Donc, c'est un peu ça qui me motive à faire la politique. OK. Et, bon, vous venez d'en parler, de la jeunesse. Est-ce qu'il existe des préoccupations propres à votre génération? Et quelles sont-elles?
Bien, je pense d'abord la question environnementale, elle est centrale. Elle est centrale parce qu'on est la génération qu'on hérite d'un système qu'on n'a pas choisi. Une pollution, souvent. Puis un système qui vient avec toutes les conséquences écologiques et qu'on n'a pas encore les moyens pour être capable de les résoudre. Donc, je pense que tout le monde, dans tous les milieux, ils sont capables de dire que la question écologique est centrale. Et tous les jeunes, on le voit venir parce qu'on sait que ça va être... On va devoir s'en occuper. Là. Dans 30-40 ans, ça va être nous qui va porter ces fardeaux-là. Il y a d'autres questions qui préoccupent les jeunes, mais toute la question de la précarité à l'emploi. En tout cas, moi, je le vois autour de moi, on est la génération des contrats. On n'a pas connu un salaire stable, on n'a pas vu les avantages sociaux, par exemple, qu'on a vus dans d'autres générations. Donc, ça aussi, c'est préoccupant. Donc, tout ce qui est le filet social, les inégalités et l'environnement sont au cœur des préoccupations, des choses que j'entends aussi sur le terrain. OK. En même temps, les sondages, publiés par Le Devoir, commandés et publiés par Le Devoir, montrent que une bonne partie de la jeunesse, il y a quelques semaines, c'était 2 jeunes sur 3, c'est peut-être un peu descendu, appuient la CAQ et le Parti libéral. L'endroit où vous vous situez en politique, ce sont des partis de droite avec des projets plutôt timides, conservateurs, voire inexistants en environnement. Là. Alors, comment expliquez-vous ce gouffre-là entre ce que vous venez de me décrire et les choix concrets qui sont faits par votre génération? Bien, en fait, les sondages, c'est pas encore un choix concret. Là. C'est pas encore, on n'a pas encore vu le résultat final. Les sondages nous donnent un aperçu peut-être des personnes qui participent au sondage, des personnes aussi qui sont sondées. Mais moi, ce que je vois sur le terrain, c'est une autre chose. Puis ce que je vois aussi dans les troupes de Québec solidaire, c'est complètement différent. Les équipes sur le terrain, les candidatures, les personnes qui nous suivent, mon membership à Montréal-Nord, là, l'âge moyenne, là, on est dans les 25, 30, 35 ans. Donc, je vois vraiment une jeunesse qui s'engage. Puis, peut-être aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a eu, puisque je vois d'autres personnes qui me disent ça, le désintérêt par la politique, il est là. Donc, un certain cynisme. Un certain cynisme. Puis ça, à un moment donné, il faut le comprendre aussi. On ne peut pas dire « c'est la faute aux jeunes qui ne s'intéressent pas ». Il faut comprendre pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas ou les gens ne s'intéressent pas. C'est quand la politique, elle est faite tout le temps pour les mêmes personnes et qu'on ne voit pas les retombées dans notre quartier. Moi, dans le cas de Montréal-Nord, si on ne les voit pas, c'est clair qu'on perd une confiance énorme. Alors, les jeunes qui s'intéressent à la politique, peut-être eux, leur choix est divisé, mais dans les jeunes qui, à ce moment, ils ont besoin que leur voix soit entendue puis que leur voix soit portée par un parti politique, là, les intérêts, moi, je les vois plus du côté de l'écologie, de la justice sociale. Vous êtes arrivé ici à 14 ans, avec votre famille. Ce débat court là, dans la présente campagne, avec tous les dangers que ça suppose, là, ici comme ailleurs, d'ailleurs, de dérapage. D'abord, que pensez-vous des débats sur l'immigration dans le cadre de cette campagne? Moi, je ne pense pas que l'immigration doit être le sujet de débat sur lequel, dans le fond, ça détermine par les choix des Québécois et Québécoises. C'est pas la question du ballot question qu'on dit en anglais, là, la question du vote. Parce que je sens qu'on fait souvent la politique sur le dos des personnes, des néo-Québécois et Québécoises, parce qu'on a encore des choses à comprendre, puis on comprend mal l'immigration. Puis ça aussi, ce qu'on voit chez les personnes qui prennent la parole et qui essayent d'avancer des idées sur l'immigration parce qu'on la comprend mal. Moi, je ne vois pas un problème d'immigration. Ce que je vois, c'est un problème d'inégalité. Dans le fond, des gens qui sont arrivés ici, ça fait 20 ans même. Mon papa, il y a 3 ans, qui parle français. Mais justement parce qu'ils ont des noms de famille qui ne concordent pas avec les noms de famille canadiens-français, ils vont se retrouver dans des conditions plus difficiles que la moyenne. Et ça, pour moi, c'est des questions d'inégalité. C'est au-delà de la question de l'immigration. Une autre chose aussi qui me dérange un peu, c'est les amalgames entre l'immigration et la discrimination qu'on a. Parce que, en tout cas, moi, ça fait plus de temps que ça que je suis au Québec et je ne suis plus immigrante. Cette étiquette-là, moi, je l'ai décollée. Je suis québécoise, j'assume ma citoyenneté, je m'implique. Alors, on a besoin de parler de ça, de l'égalité des chances pour tous les Québécois et Québécoises, peu importe notre origine.
Donc, c'est ça un peu mon sentiment par rapport à la question. J'ai compris aussi que vous êtes même impliqué concrètement dans l'intégration des immigrants en donnant des cours de français, de francisation, non? Non, je n'ai pas fait ça. Non? En fait, je pense que mon implication au niveau de l'inclusion des personnes néo-québécoises et québécoises, c'était plutôt au sein des Québec solidaires, auquel lesquels je me suis beaucoup impliquée pour qu'on ait aussi un parti qui représente cette diversité et qui mène la voix, en fait, qui amène cette voix des personnes qu'on écoute si peu dans notre société. Donc, et là, plus mon implication politique dans le discours et dans nos engagements. OK. Et bon, la campagne achève, là, dans une semaine, ça va être terminé. Vous serez peut-être à l'Assemblée nationale. Bon, on peut rêver que vous soyez au pouvoir, mais disons que vous êtes dans l'opposition. Quelle serait votre première question là, à l'Assemblée nationale? Quand vous allez vous lever comme député, là, de quoi voudriez-vous parler? J'aimerais parler de l'écart qui existe encore entre les familles de Montréal-Nord et le reste du Québec. Je pense qu'on oublie qu'il manque encore 15 000 $ dans la poche des familles de Montréal-Nord. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu encore. Un député qui représente Bourassa Sauvé s'élever pour dire comment on va adresser ceci. Je pense que ça, c'est une des choses qui pèsent un peu dans le type de campagne qu'on mène. OK. Et je pose la question à tous ceux qui sont venus ici, là, qui sont assis dans le siège que vous occupez. Vous le voyez comment, le Québec, là, de plus tard, dans quelques décennies, là, quand vous aurez doublé votre âge, quand vous aurez le mien, là, quand vous serez vieille, vous serez passé du côté des vieux, peut-être même des vieux députés. Des vieux personnes, la philosophie. Oui, comment le rêvez-vous, le Québec, là, dans 20 ans ou dans 30 ans? Bien, pour moi, je rêve comme plusieurs d'un Québec qui est écologique, qu'on a dépassé la consommation des hydrocarbures, qu'on a dépassé, en fait, le fait de tout le temps faire le budget des combien de carbone on a émis, mais plutôt qu'on s'est concentré en un développement économique qui réduit notre impact et qui distribue enfin nos richesses. Je vois un Québec dans lequel les personnes sont capables d'arriver à la fin du mois, même s'ils travaillent au salaire minimum, parce qu'on n'est pas rendu là en ce moment. Puis je pense que dans une société aussi riche, on est capable d'arriver là. Donc, ça, c'est mes idéaux de justice environnementale et de justice sociale. Oui, parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et bonne chance à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.